Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Canada's largest cryptocurrency exchange is in hot water, and thousands of clients have millions of dollars in frozen assets with little information. The company is Quadriga CX. des histoires étranges de l'ère numérique. En 2018, Gerald Cotton, fondateur de Quadriga, le plus gros site d'achat de crypto-monnaies au Canada, meurt étrangement pendant sa lune de miel en Inde. Lorsque sa mort est annoncée, tous les investisseurs et les internautes se demandent où est passé leur argent. Il semblerait qu'en mourant, Gerald Cotton aurait emporté ses mots de passe avec lui dans sa tombe, laissant 250 millions de dollars perdus à tout jamais. Est-ce possible que tout cela n'était qu'une fraude bien élaborée? Ou encore, serait-ce même possible que Gerald soit encore en vie? Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui là, pour se mettre dans le bain là, de la crypto-monnaie? Oui, on boit une bière bien locale de Montréal, la Montreal State of Mind. C'est une New England IPA qui est brassée à Dorval, à Montréal, par la microbrasserie des 4 origines. C'est une de mes bonnes découvertes de l'année. Oui, elle est excellente. On a aussi un shout-out à donner et aujourd'hui, Seb, je veux prendre l'occasion de donner un petit shout-out à tous les autres créateurs de balados d'enquête là, qui, en ce moment, voient le jour. Il y en a plusieurs nouveaux là, cette saison-ci ou encore la saison passée. Les filles de Captive, il y a les filles aussi de Crime dans ton café que t'aimes bien d'ailleurs. Oui, j'adore. Il y a aussi 911 Behind the Scene, les gens de Synthèse viennent d'en sortir un, L'ombre du doute avec notre chummy Stéphane Berthomet est là aussi. Donc, je voulais donner un shout-out aux jeunes créateurs là, qui se lancent dans l'aventure. Là, on voit qu'au Québec, en ce moment, ça bouillonne de partout. Ah oui, c'est le fun à voir. Oui. Puis si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, abonnez-vous à notre page Patreon. D'ailleurs, après cet épisode-ci, là, on va avoir un after-show bien étoffé pour nos abonnés Oui Monsieur. Là, donc, restez à l'écoute. Et sur ce, mon cher Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la mort mystérieuse d'un baron de la crypto? Oui, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que si vous avez manqué la vente du Black Friday et Cyber Monday de chez Polysleep, pas de souci, on a ce qu'il faut. Un bon matelas, c'est tellement important. On se réveille mieux reposé, sans douleur, le sommeil est de meilleure qualité et on est de bonne humeur au réveil. Même moi, j'ai hâte d'aller me coucher tellement je suis bien dans mon matelas Polysleep. Même que si c'est pas encore fait, là, je vous conseille de passer au format King. Dans cette commandite, Polysleep nous donne accès à un rabais exceptionnel et complètement exclusif aux distordus. Donc, pour une période limitée, profitez de 30% de rabais sur tous les produits du site polysleep.ca. 30%, imaginez-vous. Adieu les douleurs musculaires, les allergies et l'apnée du sommeil, le tout grâce à des produits faits ici, chez nous, au Québec. Utilisez le code promo DISTORSION30 du 30 novembre au 6 décembre 2021 sur le site de polysleep.ca, DISTORSION30 en guise de code promo pour obtenir 30% de rabais. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer l'épisode d'aujourd'hui? Oui, madame. Oui, monsieur aussi. Yeah. Le sujet de ce soir, mon cher Seb, est assez dans l'air du temps parce qu'on va parler d'une fraude liée au monde de la crypto-monnaie. Puis vous le savez, en ce moment, on ne parle presque que de ça, de la crypto dans le monde numérique. Hein, parce que le Bitcoin, entre autres, qui est la principale crypto-monnaie actuellement, a atteint un sommet vraiment incroyable. En octobre, on parle de 61 000 $ US pour un seul Bitcoin, ce qui est assez extrême. Je pense que c'est environ 80 000 $ canadiens
Canadien pour un Bitcoin. Ben oui, puis le Bitcoin, faut pas oublier qu'il y a toujours un immense mystère autour de son créateur, à savoir est-ce que le fameux Satoshi Nakamoto est celui qui l'a créé. D'ailleurs, on a fait un chapitre là-dessus dans notre tome 2 de Distorsion, le livre, donc on vous suggère de checker ça. Mais il y a plein d'autres nouvelles en ce moment qui refont surface. Par exemple, vous savez, la folie autour de Squid Game, la série Netflix, il y a eu aussi une crypto qui a été lancée autour de ça, et ça a été lié aussi à une fraude de 3,3 millions de dollars américains. Oui, exactement, c'est complètement fou, ce qu'on appelle un rug pull scam, qui est un peu une fraude lorsque un projet de crypto est abandonné. Donc, les créateurs, ceux qui ont lancé cette crypto-là, une fois que bon, ils ont tout vendu, ben ils abandonnent le projet qui est laissé à lui-même, puis bon, il y a plein de gens qui ont perdu leur investissement. Donc ça, on en voit plein. Le monde des NFT aussi, les arts numériques là, qui sont authentifiés par la blockchain, on en voit de toutes les couleurs. Là. Certains qui rencontrent des grands succès. On voit de la fraude aussi. Oui, le cas des cyberpunks, entre autres, que vous pouvez vous procurer à très, comment dire, à des montants très élevés. Il y a encore eu une genre de fraude là, cette semaine, ou d'une vente, une vente plus ou moins legit qui a été faite là, autour de ça, dans le but de faire de la surenchère. On parle d'un demi-milliard de dollars pour un NFT, pour un petit visage des cyberpunks. Donc, il se passe plein de choses dans ce domaine-là. Puis le cas d'aujourd'hui, en fait, nous donne pas vraiment envie d'investir dans les crypto-monnaies. Moi, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'investir là-dedans, mais quand je vois des histoires comme ça, on dirait que je suis découragé. Mais faut investir dans celles qui sont bien établies. Bien sûr. Parce que c'est ça le danger. Actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est que, regarde, une crypto-monnaie Squid Game, là, il y a 3 mois, là, la personne ou les personnes qui ont créé ça, ils devaient même pas avoir ça en tête. Là. Donc, ils ont profité d'un engouement pour la série, pour créer ça, créer une forme d'attraction, en plus avec l'amalgame de la popularité des cryptos. Faites attention, sérieusement. Là, puis il n'y a pas, puis vous allez le voir dans le cas d'aujourd'hui, puis même dans l'after show, il n'y a pas de... C'est pas magique. Les promesses de profit. Là. Donc, méfiez-vous, il y a déjà plein de sortes de crypto-monnaies existantes avec des plateformes comme Coinbase, par exemple, là, qui sont légales et vous pouvez investir, disons, de manière... les crypto-monnaies sont très volatiles, évidemment. Il y a un risque, mais au moins... Le risque n'est pas de se faire scammer quand vous passez vers ces plateformes-là. Oui, non, tout à fait, c'est clair. Donc, c'est un cas qui est très dans l'air du temps, le cas de Gerald Cotton, qui est le président de Quadriga CX, qui est une entreprise canadienne qui n'existe plus maintenant. Vous allez voir, on va faire le tour de son histoire. Elle n'existe plus justement parce que son président est mort et il a emporté avec lui tous les secrets permettant de rembourser les investisseurs. Donc, c'est une histoire qui a fait vraiment scandale lorsque tout ça a été déballé devant le grand public en 2019. Donc, vous allez voir, c'est assez troublant. Il y a un haut niveau de mystère aussi qui subsiste autour de sa mort, entre autres, et où est cet argent. Et dans l'after show, pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, on va discuter d'un cas bien québécois, le cas de MRS Exchange et d'Antoine Marsan. C'est un cas qui est arrivé en avril 2021, en avril dernier, et une crypto qui a été lancée, en fait un jeton qui a été lancé par des Québécois, et en l'espace de quelques heures, il y a eu une surenchère et le tout a droppé vers la fin de la journée, et puis il y a énormément de gens qui ont perdu des investissements par rapport à ça. Donc un cas bien québécois qui est un peu passé sous silence au niveau grand public. Hein. Les gens du monde de la technologie et tout ça en ont parlé un peu, mais le grand public en a pas tant parlé. Donc, pas tant, un petit peu, mais pas tant. Oui, et c'est pas sans rappeler le cas d'aujourd'hui, quoi, qu'il y a quand même des petites différences, mais des grosses différences. Mais quand même, il y a des similarités. Oui, exactement. Donc ça, on va vous en parler dans l'after show du cas de MRS Exchange. Et le cas de Quadriga, le cas de Gerald Cotton aussi,
quand je disais que c'était dans l'air du temps, il y a un podcast qui a été lancé. Il faut que vous sachiez, je dis pas ça pour qu'on se la pète, là, mais moi et Seb, on prévoit nos sujets de saison, des fois 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance. Ouais. Et ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là. Ça, vrai, mais entre-temps, il y a un podcast de la CBC qui est sorti, Death in Cryptoland, que je vous suggère fortement. Mais t'as plein d'autres trucs. T'as un autre podcast, Exit Scam, qui a été fait sur le sujet. T'as Netflix qui ont annoncé un documentaire pour 2022, fou, Death of a Crypto King, donc très proche du titre de la CBC. Donc c'est vraiment un sujet dont vous allez entendre parler encore plus, même après cet épisode de Distorsion, si vous n'avez jamais entendu parler. Bref, ça a secoué le monde financier canadien. Mais avant toute chose, Seb, on va en reparler, tout ça. Je me lance dans la chronologie des événements parce que vous allez voir, c'est une histoire qui est assez passionnante. On t'écoute. Nous sommes à Jaipur, en Inde. Le 8 décembre 2018, vers 17h, Gerald Cotton et sa femme Jennifer Robertson attendent le gros SUV qui doit venir les chercher à l'aéroport et les amener à leur hôtel. Gerald et Jennifer sont un couple depuis plusieurs années, mais ils ont officialisé leur union en Écosse quelques mois auparavant. Ils ont réservé une chambre à l'Oberoi Rajvilas, un luxueux complexe hôtelier où le cri des paons résonne dans le parc verdoyant. Il s'agit d'un hôtel moderne qui reprend les codes d'opulence des palais royaux anciens. Ces voyageurs de toujours, Gerald et Jennifer, comme ils se décrivent, se sont mariés récemment et ont annoncé à l'hôtel qu'ils venaient célébrer leurs noces dans la ville rose, où les merveilles de l'architecture historique et les richesses se heurtent au tumulte de la vie moderne de l'Inde. Ils ont pris des dispositions pour qu'un SUV de luxe vienne les chercher à l'aéroport, où leur vol devait atterrir à 17h15 le 8 décembre 2018. 55 minutes plus tard, ils sont arrivés à l'hôtel où des gardes saluent les visiteurs et les conduisent à une entrée où l'eau ruisselle le long d'un canal en pierre dans un bassin rempli de pétales de rose. Un hommage parfumé au palais voisin qui a été une résidence royale pendant des siècles de Maharajas. En arrivant ici, ils ont été, pendant un moment, un roi et une reine des temps modernes, la dernière aventure d'un couple dont la vie était parsemée de signes de richesse. Mais M. Cotton, qui dirige le populaire site d'échange de crypto-monnaies Quadriga CX, ne semble pas au top de sa forme. Il a de la difficulté à se déplacer et ne se sent pas très bien dans sa peau. Il a entre autres beaucoup de douleurs à l'estomac en cette journée de décembre. Le couple a un horaire plutôt chargé pendant ce voyage. Non seulement ils y vont pour célébrer leur lune de miel, s'étant mariés dans la même année, mais en plus, Gerald Cotton doit inaugurer un orphelinat dans le village de Venkatapuram et distribuer des dizaines d'oursons en peluche aux enfants. Le pasteur en charge de l'ouverture n'aura hélas pas la chance de distribuer ces oursons aux enfants, car un événement inattendu est sur le point de survenir. Le lendemain, le 9 décembre, des employés de l'hôtel Oberoi Rajvilas sillonnent les rues achalandées de Jaipur à la recherche d'un service bien précis. Ils recherchent un hôpital qui acceptera d'embaumer le corps d'un client. Bizarre, ça. Le client en question est Gerald Cotton, arrivé en sol indien il y a 24 heures, qui vient tout juste de décéder, âgé de 30 ans seulement. Le premier hôpital où se rendent les employés refuse d'embaumer le corps du patient. Pour eux, ils trouvent étrange que des employés de l'hôtel et non des membres de la famille ou encore des médecins fassent cette drôle de demande. Le deuxième hôpital accepte de se plier à la demande un peu irréelle, disant qu'ils ont un certificat de décès en main et que les policiers ont bel et bien donné leur aval. Donc, c'est bizarre un peu, encore une fois. Oui, ça, c'est vraiment étrange. Tu es un employé d'hôpital et tu vois arriver des employés d'hôtel avec un corps qui demandent de l'embaumer. C'est louche, me semble que ça lève un drapeau. Oui, absolument, c'est clair. Toujours depuis l'Inde, c'est Jennifer, sa femme, qui gère les relations. Elle va tout d'abord avertir les gens de l'orphelinat où Gerald est attendu pour leur expliquer de procéder à l'ouverture sans eux. Jennifer va aussi avertir les autres membres exécutifs de l'entreprise Quadriga, notamment Michael Patron, le partenaire de Gerald dans l'aventure de Quadriga. On va en revenir un petit peu plus tard. Gerald Cotton serait mort de complications dues à la maladie de Crohn dont il souffre depuis longtemps.
La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique du système digestif, là, entre autres le gros intestin, qui évolue par poussée ou par crise là, quand même, qui peuvent être vraiment terribles et phases de rémission. Elle se caractérise principalement par des crises de douleurs abdominales et de diarrhée qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Fatigue, perte de poids et même dénutrition peuvent survenir si aucun traitement n'est entrepris. C'est vraiment une maladie difficile avec laquelle il faut composer toute sa vie et ajuster son alimentation. Cependant, il est très rare que des gens en meurent. Nous allons revenir sur les circonstances de la mort de Gerald en détail plus tard dans l'épisode. Vous allez voir, c'est très bizarre. Il prend au moins 1 mois aux gens de Quadriga, soit en janvier 2019, pour annoncer la mort du président de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que des dizaines de milliers de gens ont des placements de crypto-monnaies effectués via cette plateforme. Sauf qu'1 mois après la mort de Gerald, l'entreprise est désormais placée sous la protection de la loi sur les faillites car elle doit environ 250 millions de dollars à 115 000 personnes et près des 3/4 des fonds sont introuvables. Et là, Seb, je mets différents bémols parce que au fil des recherches, j'ai vu plusieurs chiffres différents. Là. J'ai vu 250 millions, 235, 215. J'ai vu 115 000 personnes qui ont été flouées, mais 76 000, 75 000. Donc, c'est difficile d'avoir le vrai chiffre, dépendamment des articles de journaux. Le Globe and Mail ont fait un gros dossier. Bon, ils nomment certains chiffres. Il y a aussi des médias indiens qui ont fait des articles là-dessus, qui ont d'autres chiffres. Donc, pour l'instant, on va s'en tenir aux chiffres que je crois que c'est le Globe and Mail, donc un journal canadien qui a énormément couvert l'enquête. Donc, allons-y avec ce 250 millions de dollars perdus et 115 000 personnes qui ont été flouées par Quadriga. Donc, mais ça peut s'expliquer, hein, parce que étant donné que la valeur du Bitcoin fluctue tellement souvent, à un moment donné, le journaliste l'évalue à un moment X, versus aujourd'hui ou tout ça, ça doit expliquer entre autres les variations du moins sur la valeur du portefeuille. Là. Puis même si on vous donnait un chiffre actuel de la journée d'aujourd'hui, au moment où vous écoutez l'épisode... ça sera plus le bon chiffre. C'est ça. Si vous nous écoutez en 2025, peut-être que tout cela va s'être effondré. Oui. Au moment de cette annonce, justement, de l'annonce que Quadriga se met sous la protection des faillites, les clients ainsi que toute la communauté autour du monde de la crypto sont révoltés et il y a 2 questions qui demeurent sur toutes les lèvres. La première, où est l'argent? Et 2, est-ce que Gerald Cotton est bel et bien mort ou est-ce que tout cela est une mise en scène? Parce que, étant très riche, on va y revenir un peu plus tard, ça se pourrait qu'il ait les moyens ainsi que de bonnes raisons pour falsifier sa mort. On a déjà vu ça. Avant d'aller plus loin, revenons un peu plus sur la vie de Gerald Cotton, ce jeune prodige de la crypto. Gerald William Cotton grandit dans la petite ville de Belleville en Ontario, une banlieue qui est située entre Toronto et Montréal. Gerald est un jeune homme correspondant au profil du nerd, plutôt doué à l'école, mais pas non plus le plus populaire. Ses parents occupent un emploi très différent de l'avenir qu'il envisage, en gérant une petite boutique d'objets antiques. On est loin de la technologie et de la finance. Gerald étudie en administration des affaires à l'Université York de Toronto, où il complète son baccalauréat avec honneur en 2010. Très tôt pendant ses études universitaires, Gerald s'intéresse au monde des banques décentralisées et de la crypto-monnaie. Il va d'ailleurs fonder l'entreprise Quadriga FinTech en 2013, soit seulement 3 ans après avoir gradué. Toutefois, déjà à la sortie de ses études, Gerald mène un train de vie excentrique de millionnaire. C'est pas très clair où il a acquis toute cette fortune, mais selon lui, il s'agit d'investissements en crypto qu'il a réalisés au cours des dernières années, datant des tout débuts de la vague Bitcoin. Ses proches et ses ex-collègues de classe ne comprennent pas trop d'où il tient toute cette fortune à un si jeune âge, mais rappelons-nous que bien des gens qui ont investi dans le Bitcoin au tout début ont vraiment réussi à se monter une fortune impressionnante quand la valeur a monté. Gerald est membre d'un genre de club d'entrepreneurs qui se spécialise dans le domaine, le Vancouver Bitcoin Co-op, et il fréquente pas mal les conférences et les cafés technologiques où se rencontre cette communauté. Cotton connaissait les phrases d'accroche et les buzzwords du milieu, mais il semblait surtout intéressé par les possibilités spéculatives du Bitcoin. Rappelons-nous, nous sommes au début des années 2010,
Le premier bloc de Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009 et la monnaie a pris de la valeur économique le 22 mai 2010, une date inscrite dans la tradition du Bitcoin comme étant le Pizza Day, lorsqu'un homme de Floride a payé 10 000 Bitcoins à un Anglais pour qu'il lui commande 2 pizzas chez Papa John's. Les pizzas ont coûté environ 25 $, ce qui donnait à l'époque une valeur au Bitcoin d'un quart de sou. À l'heure actuelle, ces pizzas seraient évaluées à 628 millions de dollars US. Imaginez. Là. Ah oui. Avec cela, le Bitcoin est devenu, comme toute autre forme de monnaie, une illusion de masse. Sa valeur provient de la croyance qu'il a de la valeur. Tout est émotionnel. Si vous voulez plus de détails là, justement sur l'histoire du Pizza Day, sachez qu'on le détaille dans le tome 2 du livre. Oui, tout à fait. C'est quand même assez anecdotique. C'est drôle quand même que la valeur, la première valeur qui a été affectée au Bitcoin correspond à celle d'une pizza. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est ça. Puis, oui, parce que tant qu'il n'y a pas une transaction d'effectuer avec une monnaie virtuelle, tu sais pas combien ça vaut. Non, exactement. C'est un peu... exactement. C'est tellement volatile. Puis même, c'est ça qui est drôle parce que la personne qui possédait ces bitcoins-là au début, tu peux pas avoir de regrets, puis elle n'a pas de regrets non plus parce que non, tu peux pas prévoir ça, mais c'est vrai que quand tu y penses, t'es comme merde, j'ai donné 10 millions de dollars à quelqu'un peut-être à l'époque. Non, on parle même de 628 millions. Ah oui, pas 10 millions, t'as bien raison. Je continue. Lorsque Gérald arrive à Vancouver en 2013, le Bitcoin vaut environ 266 $, ce qui représente une augmentation incroyable en quelques années. Toutefois, Gerald est frustré de l'expérience client lorsqu'il tente d'acheter des Bitcoins depuis le Canada. À l'époque, presque toutes les transactions doivent passer par le site MTGOX, qui est situé au Japon, et le processus pour transférer des Bitcoins en argent canadien est très laborieux, impliquant beaucoup de frais de service. À l'époque, les banques canadiennes ne veulent rien savoir des crypto-monnaies. Gerald commence donc à imaginer son propre service transactionnel avec un ancien compagnon d'affaires, un certain Michael Petrin. Le duo fonde Quadriga CX le jour du Boxing Day en 2013, soit le 26 décembre. Et le nom Quadriga fait référence au chariot traîné par les chevaux de l'Empire romain. C'est comme un quadriga, c'est un chariot à 4 chevaux, tiré par 4 chevaux. Mais gardez bien cette info en tête, là, on va y revenir un petit peu plus loin, vous allez voir. Gerald et Michael sont très enthousiastes. Ils vont installer un guichet à Bitcoin dans le lobby de leur bureau à Vancouver, qui représente le 2e au Canada. Gerald va ainsi devenir le président de la Vancouver Bitcoin Co-op et va tenir les rendez-vous hebdomadaires dans les bureaux de Quadriga. La promesse de l'entreprise est de faciliter l'achat de Bitcoin au Canada et aux États-Unis tout en limitant les frais de service. Ouais. Quadriga a aussi obtenu une validation de la part de FinTrack, qui est une organisation canadienne qui lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, ça ajoute un petit côté crédible, authentique à tout cela. Ouais. De plus, Gérald ajoute en entrevue qu'avec Quadriga, étant une entreprise canadienne, les gens ont confiance car ils savent où va leur argent, entre guillemets. Au sein du duo, Gérald est l'architecte du site Web. Il gère les grosses transactions et tout le filet d'institutions financières impliquées dans le processus. Car comme on le disait, ce n'est pas évident à l'époque de transférer des bitcoins dans un compte de banque à opération. Michael, lui, est plus un vendeur, puis il gère les relations d'affaires puis tout l'aspect réseautage autour de l'entreprise. Il a aussi personnellement investi dans Quadriga. Contrairement aux plateformes d'échange que l'on utilise actuellement comme Coinbase ou encore Binance, Quadriga fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il utilise son propre système de jetons. Ainsi, quand on achète sur Quadriga, on achète une monnaie Quadriga en quelque sorte qui par la suite est échangée par Gérald contre de vrais bitcoins ou autres crypto-monnaies via tout un système très élaboré entre des entreprises à numéros, d'autres plateformes d'échange et de vraies banques canadiennes. Vous allez voir, c'est assez complexe, là. Une des entreprises à numéros appartient d'ailleurs à sa compagne Jennifer Robertson. Ce que cherche Gerald aussi dans tout ce filet d'entreprise, c'est d'éviter le regard des autorités financières et des banques lorsqu'il fait des transactions. Le système de Gerald fait aussi en sorte que puisque les jetons de Quadriga ne sont pas contrôlés par la blockchain et ne sont pas minés proprement dit, il peut en générer à l'infini et s'en mettre plein les poches.
C'est un peu comme si, nous, sur notre site de distorsion, vous pourriez acheter des disto coins en fait, l'échanger contre de la marchandise ou autre chose, des t-shirts. Ouais. Mais nous, en tant que propriétaires du site, on peut se donner des disto coins à l'infini, sauf que ça vaut rien dans le vrai monde. Mm-hmm. Donc, si je veux transformer ces jetons-là en vrai argent, il faut que je le blanchisse d'une certaine façon. Un peu comme l'argent du crime organisé. Donc, vous allez comprendre un peu comment tout cela fonctionne. Tandis que quand on achète directement des bitcoins via Coinbase ou autre, ben ces transactions-là, c'est de la vraie crypto qui est validée par la blockchain, donc qui est authentifiée d'une certaine façon. Donc ici, c'est pas tout à fait le cas. Donc, il faut vraiment faire confiance à l'entreprise pour acheter ce type de jetons-là. Vous allez voir. Pour être 100% franc, le système mis en place par Gérald pour Quadriga frôle la fraude puis commence à ressembler de plus en plus à une arnaque de Ponzi où le temps est compté avant que tout s'écroule. Ceci dit, les clients de Quadriga ne sont pas au courant de tous les chemins par lesquels passe l'argent. Et en somme, bien que plusieurs affirment qu'il prend beaucoup de temps avant de conclure une transaction, les clients canadiens demeureront satisfaits et une sympathie généralisée subsiste autour de l'entreprise. Après tout, ils sont Canadiens, puis les Canadiens ne sont pas des criminels, n'est-ce pas, Seb? Bien sûr. En mars 2015, donc ça fait 2 ans environ que Quadriga existe, Quadriga planifie la prochaine étape de son évolution, c'est-à-dire devenir une entreprise publique cotée à la bourse de Toronto. Encore une fois, une première pour une entreprise d'échange de crypto canadienne. Et là, vraiment, ils sont excités et tentent de lever des fonds. Là. Le duo Cotton-Patron va relever un 850 000 $ supplémentaire de la part d'investisseurs pour tenter leur coup. Cependant, quelques mois plus tard, l'offre est refusée car Quadriga n'a pas réussi à fournir un audit proprement réalisé pour supporter leurs ambitions. Il y a aussi des plaintes venant de certains utilisateurs qui n'aident pas Quadriga à faire leur entrée en bourse. Le projet sera ainsi abandonné et au cours des mois suivants, la dégringolade va commencer. Les choses commencent à avoir l'air vraiment louches pour l'entreprise. Des visiteurs de leurs locaux à Vancouver se rappellent qu'il y avait une drôle d'ambiance au sein de l'entreprise. Des bureaux non utilisés étaient répartis un peu partout. Très peu d'employés y étaient, des piles de chèques à des noms d'entreprises inconnues étaient disposées un peu partout, ainsi qu'une grande quantité d'argent liquide. C'est drôle, là. Quelle entreprise aujourd'hui, en plus, possède tant d'argent liquide, à part les commerces qui vendent des biens, ou du moins qui a de l'argent liquide dans les transactions. Les gens disaient que ça ressemblait un peu à un front, un genre d'entreprise en surface, là, comme si c'était juste une vitrine d'une certaine façon. Quadriga acceptait aussi l'or en guise de monnaie d'échange. Après l'échec de la tentative d'inscription à la bourse, tous les directeurs vont quitter l'entreprise, incluant Michael Patron, le partenaire des débuts de Quadriga. L'entreprise devient ainsi un one-man show, et Gerald, seul derrière son MacBook Pro, va gérer toute l'entreprise à lui seul. Et qu'arrive-t-il lorsqu'on est seul et qu'on travaille sous pression? On fait des erreurs. Oui, parce que c'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Mais quand même, là, il y a quand même beaucoup de clients et beaucoup de transactions. Puis à cette époque-là, de ce que je comprends, il y a l'air d'avoir une certaine job manuelle à faire pour effectuer les transactions, du moins même si tout est informatisé. Faut qu'il a l'air à garder faut qu'il garde des traces et tout ça. Donc, à faire ça tout seul, c'est comme tu dis, c'est très demandant. Gerald va ainsi créer de faux comptes sur la plateforme pour stimuler les achats. Plus il y a de transactions, plus les acheteurs sont excités en y voyant des opportunités de faire des achats. Seul aux commandes, il va réaliser plus de 300 000 transactions avec ses faux comptes pour plus d'1 milliard de dollars en valeur. Imaginez tout le travail pour une seule personne, comme on vous dit. Ouais. Gerald est aussi celui qui code la plateforme. Et à un certain moment, un glitch dans le site va lui faire perdre 14 millions de dollars en une seule nuit. Ouh. Les banques vont aussi remarquer des drôles de transactions. Et la banque CIBC va geler un compte après qu'une transaction de 21 millions soit survenue sans que quiconque soit en mesure d'authentifier le propriétaire du compte.
Oui, parce que c'est dur à traquer, puis même les banques, tu sais, parce qu'à un certain moment, il faut que l'argent devienne de l'argent réel. Oui, exact. Il faut que les jetons, les cryptos, tout ça deviennent de la vraie argent. Puis c'est là que les banques sont impliquées, mais eux, quand ils voient une transaction de 21 millions arriver dans le compte d'un particulier, il y a des vérifications qui s'imposent. Puis dans ce cas-ci, ils n'ont pas eu le choix de geler ce compte-là. Puis ça regarde pas bien pour une entreprise comme Quadriga, là, geler un compte de 21 millions, c'est pas rien. Non, effectivement. N'oublions pas que Gerald se crée lui-même des jetons Quadriga qu'il doit ensuite blanchir en vrai argent, chose qu'il fait sur le dos des vrais investisseurs. Et c'est là que tout le stratagème devient un genre d'arnaque de Ponzi. Pendant ce temps, les clients de Quadriga perdent de l'argent et Gerald ne fait qu'expliquer à chaque fois qu'il s'agit de la faute des banques qui accusent du retard dans les transactions. Selon lui, les banques canadiennes ne sont pas encore à jour avec les crypto-monnaies. C'est donc pour ça que tout est ralenti. Toutefois, la vraie raison est que Gerald a peine et misère à trouver les fonds pour payer les clients sans éveiller les soupçons des banques et des plateformes d'échange. En 2016 et 2017, le Bitcoin atteint de nouveaux sommets en valeur. Et plusieurs clients tentent de les vendre afin d'encaisser un profit, ce qui fait en sorte que Gerald est débordé. J'imagine. Les plus rapides vont réussir à transférer leurs fonds vers des plateformes qui ont gagné en réputation avec le temps, comme Coinbase et Binance. Les autres, moins chanceux, vont patiemment attendre en se croisant les doigts, se disant que tout va bien. Parce que le feu est pogné, hein, justement. Le Bitcoin connaît une grosse hausse à ce moment-là. Il est sur le bord de chuter aussi. Il ne faut pas oublier qu'il va, dans ces années-là, il va chuter à un certain moment. Donc, les gens sont pressés. Puis dans le monde de la crypto, même quand on monitore un peu ce qui se passe, c'est très rapide, hein, c'est à l'heure, c'est vraiment, c'est pas quelque chose c'est pas du long terme. Non. Donc là, les choses pressent. Puis quand tu as une seule personne, Gerald, pour gérer toutes ces transactions-là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça congestionne à quelque part. Oui. Ça me fait penser un peu à ce stade-ci à Ross Ulbricht, tu sais, qui gérait Silk Road. On a fait un épisode sur le marché noir du Dark Web, et il était tout seul, en fait, vers la fin. Tout seul devant son MacBook Pro à gérer un site transactionnel qui fait des milliards en revenus. Donc, c'est clair qu'à un certain moment donné, le contrôle se perd. Ici, on voit que Gerald, justement, il va commencer à faire des erreurs tranquillement. Ceci dit, Gerald continue à mener un train de vie de millionnaire, ce qui irrite les clients de Quadriga. Sa compagne Jennifer fait de même en ne se plaignant pas trop des nombreux voyages en jet privé qu'ils effectuent. Gerald affirme qu'à moins de 30 ans, il a visité plus de 50 pays. Il possède plus de 16 propriétés en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Il possède un avion Cessna, un yacht de 600 000 $. Il voyage en hélicoptère comme bon lui semble, conduit des voitures de luxe. On croirait voir le loup de Wall Street en pleine action. Et tout ça, évidemment, éveille les soupçons et Gerald commence à sentir que l'étau se resserre. Au cours de l'année 2018, Gerald Cotton va avoir des comportements encore plus bizarres. Des clients de Quadriga affirment avoir été payés en argent comptant. Certains se sont vus envoyer des sacs d'argent, même des boîtes à souliers remplies d'argent. J'ai même vu, Seb, une anecdote comme quoi Gerald, au lieu d'envoyer des fonds via des virements et autres, il a même envoyé des gens à Laval dans un genre d'entrepôt pour récupérer des sacs d'argent, de piles d'argent. Donc, c'était
Ça commençait à être louche, son affaire. C'est On voit bizarre, que... ouais. Oh, il perdait le contrôle complètement. On dirait qu'il était même dans le déni à un certain stade. Là. On ne sait plus trop comment il s'y prend pour payer ses clients. Le Bitcoin va aussi chuter drastiquement au cours de l'année, ce qui va obliger plusieurs personnes à vendre leur portefeuille virtuel. Un des proches de Gerald affirme que lorsqu'il a désiré être payé, Gerald lui aurait envoyé une photo de différents objets de sa demeure de Kelowna en Colombie-Britannique, comme un pot de fleurs roses qu'il devait briser afin d'y trouver des liasses de billets de banque. Donc, il a simplement envoyé une adresse, une clé, puis une photo avec différents objets lui disant que faut que tu brises, faut que tu ailles voir à l'intérieur de ces objets-là. Ton cash, c'est là qu'est situé ton cash. C'est drôle. Là. Donc, ça commence à ressembler à du crime organisé presque. Là. Ça commence à ressembler à Paul Leroux là, avec exact. l'argent dans les murs. Là, tu sais. Il va aussi faire beaucoup d'achats impulsifs de nouvelles cryptos, là, comme le Dogecoin à l'époque, là, vous savez, à partir du chien, le Doge, pour tenter de rentrer dans ses frais. Donc vraiment, il vole l'argent des investisseurs, mais il sent que les taux se resserrent. Donc, il réinvestit dans des petites cryptos en espérant faire un peu de cash, puis se rembourser. Là. Mais sa technique commence à ressembler de plus en plus à celle d'un gambler, plus que celle d'un investisseur. Exact. Puis on sent que Gérald est en quelque sorte dans le déni, comme je te le disais. Tu sais, on connaît des gens qui ont dû abandonner des projets, que c'était sur le bord de faire scandale et tout ça, mais on dirait qu'ils continuent à faire comme si tout allait bien, puis la maison est en feu, mais on garde le sourire, on continue. On dirait que justement, Gérald tombe un peu dans le déni à ce stade-ci. Là. Au cours des mois suivants, soit quelques mois avant sa mort, Gérald pose plusieurs gestes d'importance qui sont intéressants à analyser. Tout d'abord, il va retourner 24 millions d'argent qu'il aurait volé aux clients de Quadriga dans les comptes, sans doute le sentant une certaine pression de leur part pour tenter de réparer les pots cassés. Il décide ensuite, après plusieurs années, de marier sa compagne Jennifer lors d'un voyage en Écosse en octobre 2018, mais de reporter sa lune de miel à plus tard, étrangement. Pourquoi tout faire dans un seul voyage quand on est millionnaire? Ouais, c'est ça. Donc là, en novembre 2018, il prend rendez-vous avec un notaire pour régler tous les détails de sa succession, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, malgré le fait qu'il y a une entreprise qui génère des milliards et tout ça. Toute sa possession, là, ses propriétés, ses biens, ses portefeuilles de crypto puis ses investissements reviennent à sa femme Jennifer Robertson. Puis elle est aussi là, la seule exécutrice testamentaire dans le cas de Gérald. Son bateau, là, son yacht de 600 000 $ doit revenir à ses parents, Bruce et Cheryl, et son avion, là, le Cessna 400, revient à son frère Bradley, qui lui a aucune idée quoi faire avec ça. 3 jours plus tard, le 30 novembre, selon le Globe and Mail, Gerald et Jennifer s'envolent pour l'Inde afin d'y passer leur lune de miel. Donc, les choses se sont accélérées. Là. Pendant cette année-là, Gerald a fait plein d'investissements bizarres. Il a retiré énormément de cash des fonds de Quadriga. Il a réglé son testament. Juste avant, il s'est marié avec sa femme, réglé son testament, et là, il part en Inde en lune de miel. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir l'air un peu anodin comme ça quand on les analyse, mais dans la suite des choses, ça demeure quand même assez suspicieux. Là. Oui. Je vais te laisser poursuivre. Ce serait donc 9 jours après son arrivée en sol indien que Gerald et sa femme seraient arrivés à Jaipur. Avant cela, il aurait séjourné à New Delhi et aurait visité le Taj Mahal. Le 8 décembre, ils atterrissent à Jaipur. Ils avaient prévu de passer 4 nuits dans la ville. Selon leur réservation auprès de l'hôtel L'Aubroy, qui a envoyé une Audi Q7 à l'aéroport pour les accueillir, selon les emails obtenus par le Globe and Mail. Construit comme un palais moderne, L'Aubroy a été classé l'an dernier comme le 2e meilleur hôtel de villégiature du pays. Jennifer avait réservé une chambre de luxe à 923 $ la nuit. L'Aubroy n'accepte pas les bitcoins pour le paiement. Non. L'hôtel lui ayant demandé de préciser s'il voyageait pour une occasion spéciale, elle a écrit « Notre lune de miel ». Les clients qui arrivent sont accueillis par le personnel qui leur propose des serviettes froides et des flûtes d'une infusion d'eau de rose au bois de santal. N'est-ce pas merveilleux? Oh, ça doit être bon. Ils s'enregistrent à 18h10 précisément. Peu de temps après leur arrivée, Gerald s'est plaint d'avoir des douleurs à l'estomac. Un médecin de l'hôtel l'a vu
mais n'a pas été en mesure de faire grand-chose. Et peu de temps après leur arrivée, le couple a quitté le calme de leur hôtel pour les rues frénétiques de la ville, où les toc-toc et les motos passent devant les vendeurs ambulants, évitant parfois une charrette tirée par un chameau. Ils se dirigent vers le Fortis Escort Hospital, qui fait partie d'une chaîne de soins de santé privés. Les autres hôpitaux de Jaipur sont des endroits sinistres, là, avec des salles de bain sans savon et des patients qui s'agitent dans les couloirs. Le Fortis, qui est situé derrière un haut mur le long d'une rue bordée d'arbres, est un établissement plus moderne. Il se vante même d'offrir certains des meilleurs soins médicaux du pays. Le couple est arrivé à 21h45. Gerald a été admis avec des symptômes de gastro-entérite aiguë, selon le docteur Sharma, qui est un gastro-entérologue qui l'a traité sur place. Gerald avait vomi 10 fois et avait rapporté 15 épisodes de selles aqueuses, là, qui sont... c'est ça. Et avait ressenti des crampes abdominales et un certain mal de dos, en plus d'être dans un état fiévreux, là. Et ça a été, selon le rapport de décès là, justement du Dr Sharma, ça a été précisé que Gerald avait des antécédents là, aussi de maladie de Crohn. Évidemment. Pourtant, le diagnostic initial n'indiquait guère plus qu'une diarrhée du voyageur. Il ne montrait aucun signe de détresse, sa pression sanguine et son pouls étaient tous les deux normaux. Médicalement parlant, il était stable. Le Dr Sharma a prescrit des antibiotiques. Gerald a passé la nuit dans une chambre privée avec sa femme. Le lendemain, vers midi, alors que son état n'avait guère changé par rapport à la veille, le personnel hospitalier a amené Gerald passer une échographie. Son état a alors pris un tournant brutal. Il est devenu fulminant. Selon le Dr Sharma, c'est un terme médical décrivant une détérioration rapide et grave. Il est devenu agité et a également développé un stress respiratoire. Il a été immédiatement transporté dans l'unité de soins intensifs. L'abdomen de Gerald présentait des signes de rigidité. En fait, ça, c'est un signe potentiel de perforation. Ça doit tellement faire mal quand ton estomac est tendu à un point de perforer. À ce stade, ni un scanner, ni une intervention chirurgicale n'était possible. Il n'y avait pas d'option, car il devait d'abord être stabilisé, mais son temps était compté. À 14h45, Gerald a fait un arrêt cardiaque. Il a été réanimé, mais sa tension artérielle était basse et il a été placé sous respirateur. Il a fait un nouvel arrêt cardiaque encore une fois, il a été réanimé aussi, mais la troisième fois, il n'a pas pu être réanimé. Donc, à 19h26, Gerald a été déclaré mort. Le Dr Sharma a indiqué que la cause était un arrêt cardiaque soudain dû à une perforation. Les tests sanguins ont montré des niveaux élevés de globules blancs, une indication de septicémie. C'est une conclusion médicalement crédible malgré tous les événements louches autour de Quadriga. Une septicémie, c'est une forme de contamination par une bactérie, en fait, pour être plus précis. C'est une conclusion médicalement crédible. Malgré tous les événements louches là, autour de Quadriga, ça reste que ça peut arriver pour quelqu'un qui souffre de la maladie de Crohn, même si c'est rare. La disparition rapide de Gerald correspond à ce qui pourrait arriver à une personne atteinte de la maladie de Crohn et souffrant d'un choc septique, en fait, selon un autre médecin qui est Brian Fegan, qui est un médecin de London, en Ontario, qui est spécialisé lui aussi en maladie de Crohn. Il est très rare que l'on meure de la maladie, mais c'est pas impossible selon les experts. Quant à savoir pourquoi il a fait un testament juste avant de voyager en Inde, sa femme Jennifer affirme qu'il l'avait fait sur les conseils de leur avocat. Ce qui se peut aussi. Bien sûr. Aucune autopsie n'a été pratiquée sur Gerald Cotton et 2 mois plus tard, sa mort rapide trouve toujours le Dr Sharma, car il trouve lui aussi qu'il est très rare que la maladie de Crohn cause une mortalité. Même après tout ce temps, il ne comprend pas qu'un homme de 30 ans se soit retrouvé mort 24 heures après des malaises à l'estomac. Et ce n'était que le début des incertitudes qui allaient se déployer. Oui, parce que c'est sûr que tout ça a l'air bien véridique, c'est possible, mais tu sais, quand on voit qu'il y a un désastre, une grosse fraude qui s'en vient comme ça, on dirait que les actions de Gerald prennent un autre sens d'une certaine façon. C'est par la suite, après tout ce que tu as décrit, mon cher Seb, là, que les employés de l'hôtel vont tenter de faire embaumer le corps de Gerald dans le but de le transporter jusqu'au Canada, parce que c'est ça le but de son embaumement. C'est un employé junior du centre SMS qui va effectuer le travail après qu'une première institution en charge ait refusé.
Le certificat de sa mort sera délivré le 13 décembre et l'hôtel Auberoy est listé comme lieu officiel de sa mort. Mais il me semble qu'il était mort à l'hôpital Fortis, pourtant. C'est bizarre. Et comble de confusion, écoutez bien ça, le certificat de décès a été éplé avec une faute d'orthographe dans son nom de famille. C'est Cotton avec un A au lieu de Cotton avec un E, histoire d'ajouter là, une couche de mystère à tout cela. Donc, c'est pas évident. Par contre, sa femme Jennifer, elle a quitté l'Inde là, depuis longtemps là, quand le certificat a été mis. Dès le 10 décembre, elle était déjà revenue en sol canadien. Donc, c'est pas long, là, 2 jours après que Gerald ait eu des douleurs à l'estomac. Elle avait déjà écrit à l'orphelinat pour leur dire de ne pas les attendre et de procéder à l'inauguration sans eux. Dans son email, elle leur indique que Gerald est décédé d'un arrêt cardiaque. Le 14 décembre, un service funéraire est tenu pour Gerald à cercueil fermé, imagine-toi donc. Donc, impossible de voir son visage. Ceci dit, Gerald n'est pas mort défiguré, là, son visage était toujours intact. Exact. Donc, ce choix est quand même un peu difficile à expliquer là, par la famille. Là. En plus, pas d'autopsie, tout ça. Bon. Par la suite, Jennifer va procéder à liquider des biens de Gerald, là, notamment son avion Cessna 400. Et ce n'est qu'en janvier 2019, 1 mois après la mort de Gerald, que Quadriga vont annoncer sur leur site web la mort de leur président. Plusieurs clients vont sentir que les choses ne sont pas saines et qu'il vaut mieux tout vendre. Plusieurs questions sont posées, mais peu de réponses surviennent. On ignore qui dirige à ce moment, car aucun employé de Quadriga existe, selon les documents de la compagnie, et Gerald est le seul et unique employé. Donc, c'est spécial quand même, tout ça, là, les circonstances. Sa femme revient, elle est déjà revenue même avant que le certificat de décès soit émis. Elle liquide des biens de Gerald, puis attendent 1 mois avant d'annoncer la mort du président. Là, c'est pas une très grande transparence là, pour une compagnie d'investissement. Non, exact. Et on parle pas de son deuil, mais on dirait que tout va bien. Dans le sens que je trouve qu'elle exécute les choses sans... on le sait pas, là, mais on dirait qu'on sent aussi, je trouve, dans l'exécution rapide des choses, qu'il n'y a pas de deuil. Mais non, c'est ça. Il y a des choses, on dirait, qui pressent plus que d'autres. Exact. C'est au 31 janvier 2019 que Quadriga déclare officiellement faillite au grand désespoir de ses clients. La fureur va être gigantesque dans la communauté de la crypto alors que plus de 250 millions de dollars est manquant et plus de 115 000 investisseurs sont en attente de réponse. Ça n'a pas de bon sens. 115 000 personnes. Quelques jours plus tôt, Jennifer prend le soin d'enlever le nom de Gerald comme propriétaire de plusieurs de ses propriétés afin de les réhypothéquer et de mettre les fonds à l'abri des créditeurs. Donc ça, c'est pas très cool non plus, là. La Gendarmerie royale du Canada va débuter une enquête immédiatement et le FBI aussi va d'ailleurs s'en mêler. Les services d'enquête canadiens se rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas outillés pour enquêter sur des dossiers comme ça. C'est tellement complexe au niveau des filets d'entreprises impliqués dans toutes ces transactions-là. Le phénomène des crypto-monnaies est encore très récent, puis retracer tout le flot de l'argent, c'est tout qu'un challenge. Ils vont donc mandater le Ernst & Young, une firme comptable qui est mondialement connue, pour effectuer un audit de la situation financière de Quadriga. Même la firme comptable a beaucoup de difficultés à faire son travail. Les livres comptables de l'entreprise n'étaient pas tenus, le bilan était catastrophique. Quadriga n'avait même pas de compte bancaire officiel sous le nom de l'entreprise. Tout était dispersé dans une toile de mini-entreprises et de services d'échange. De plus, tout était géré par Gerald depuis son MacBook Pro encrypté. Donc, personne n'a toujours pas trouvé le code d'accès. La pression revient beaucoup sur Jennifer, qui affirme, elle, n'avoir rien à voir avec la fraude et ignore tous les mots de passe des comptes et portefeuilles de Gerald. C'est surréel. N'oubliez pas que Jennifer était propriétaire d'une entreprise sous laquelle Quadriga blanchissait de l'argent. Oui. Apparemment, Gerald gardait des cold wallets physiques dans un coffre-fort dans l'une de ses propriétés. Mais lorsque les autorités se déplacent pour aller vérifier, ils trouvent un emplacement dans un garde-robe où de grosses vis ont été enlevées et bien sûr, plus de coffre-fort. Donc, aucune trace de l'argent.
Mais avant qu'on aille plus loin, Émile, c'est quoi un cold wallet? Ben, t'as des hot wallets puis t'as des cold wallets lorsque tu fais des investissements en crypto. Le cold wallet, c'est un portefeuille qui est, je dirais, offline, qui est pas lié directement à la blockchain. Souvent, les gens vont prendre même ce qui peut ressembler à une grosse clé USB là, technologique. Oui, exact, et ça va être protégé par un mot de passe, puis ils vont mettre ça dans un coffret de sûreté, soit à la banque ou soit à la maison. Donc, ça fait en sorte que c'est pas piratable, entre guillemets. Oui. Ton hot wallet, ça va être plus un wallet qui est branché justement sur des services de transactions et autres comme Coinbase et Binance. Mais moi, j'en utilise pas. S'il y a des distordus qui ont plus de détails, vous pouvez nous ramener à l'ordre. Oui, exact. Moi, j'ai juste un hot wallet. Mais c'est fou à quel point, même à l'ère numérique, un seul mot de passe peut avoir autant d'incidence. Incroyable. Et que des millions de dollars peuvent être perdus dans un MacBook Pro encrypté. C'est fou pareil, hein? Oui, moi, ça me faisait penser. J'étais là, tous les moyens biométriques là, pour se connecter à un laptop. Parce qu'à un moment donné, justement, puis même pour quelqu'un de mort, comment tu peux te connecter avec la biométrie? Est-ce qu'à un moment donné, on va même avoir des clés d'ADN, biométriques d'ADN, puis justement, pour éviter des situations comme ça, on dirait que c'est ça, j'essaie de réfléchir. Est-ce que dans le futur, on peut éviter, d'être si dépendant de tout ça? Puis c'est vrai que Apple se vend là-dessus, puis on en parle souvent, hein, quand ils encryptent tout votre disque dur, ben ils vous révéleront jamais la clé. Là. Même le FBI n'a jamais réussi ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est peine perdue. Là. En avril 2019, une autre compagnie avec laquelle Quadriga effectue des échanges, Crypto Capital, va se retrouver au centre d'un scandale alors que 851 millions est disparu des portefeuilles des investisseurs. L'entreprise va tout de suite être mise sous enquête, ce qui n'ajoute rien de bon à l'affaire. 28 millions de Quadriga va être récupéré en partie grâce à la collaboration de sa veuve Jennifer, mais il manque toujours une grande majorité de l'argent. Ernst & Young vont découvrir 5 portefeuilles de crypto dans lesquels aucune transaction n'a été effectuée depuis avril 2018. Et ça veut dire que, dans le fond, Gerald, il achetait pas, il achetait pas de crypto dans le but de les redonner aux investisseurs. Il y avait il y avait pas d'argent dans les portefeuilles. Ben oui, mon Dieu. Il avait déjà tout liquidé avant avril 2018. Il n'arrive pas à savoir où l'argent était distribué. Était-ce dans les poches directement de Gerald? Un autre compte a toutefois effectué une grosse transaction le 3 décembre dernier, soit au début de la lune de miel de Gerald. Est-ce que c'est une coïncidence? Ouais, hein? La lumière va aussi être faite au sujet de Michael Patron, le partenaire de Gerald, avant qu'il eût quitté le navire. Celui-ci opérait en fait sous un faux nom et se serait nommé Omar Danani. Il aurait été déporté des États-Unis vers le Canada après avoir été reconnu coupable de vol d'identité, vol qualifié et cambriolage. C'est fou, ça! Ah oui, un bon partenaire. Il aurait changé son nom à 2 reprises depuis son arrivée à Vancouver pour finalement adopter le nom de Michael Patron en 2008. Gageons qu'à l'heure actuelle, il l'a sans doute encore changé. Ah, il y a des bonnes chances. Oui. Les internautes vont aussi s'en mêler, Seb, puis ils vont tenter de retourner dans le passé et voir où Gerald aurait pu commettre une erreur. Souvent, c'est ça aussi, dans les cas de cyberfraude. Souvent, ça remonte à très loin, mais sur un vieux compte de forum ou une vieille adresse courriel, on peut trouver des indices. Donc, c'est là que les internautes vont s'en mêler parce que les clients sont assez frustrés puis ils veulent pas se laisser manger la laine sur le dos trop facilement. Ils ont découvert, entre autres, que Gerald était très actif sur un forum de discussion au début des années 2000 nommé Talk Gold. Il s'agit d'un forum réputé pour sa communauté centrée sur les petites arnaques en ligne et les schémas de Ponzi. Okay. Donc, il était déjà familier avec ça. C'est là qu'il aurait rencontré Michael Patron pour la première fois et les deux auraient même collaboré dans l'élaboration de petites fraudes en ligne. Gerald utilisait aussi plusieurs pseudonymes sur le site de Quadriga, notamment celui de Chris Markey, avec lequel il effectuait 97% des transactions. Okay. Donc, il ne faisait pas ça sous son propre nom, ni sous le nom de Quadriga. Il y avait plusieurs pseudonymes comme ça qu'il utilisait. Là. Mais entre autres, il utilisait celui de Sceptre. On se rappelle le chariot médiéval? Maintenant, on a un bâton ornemental médiéval qui se pointe. Là. Donc, on peut faire un lien entre les deux profils.
Puis lorsqu'on cherche sur le forum de Talk Gold, dans les amis de Michael Patron à l'époque, on trouve un certain Scepter, qui serait en fait Gerald. Donc ça remonte à loin. Oui. Là. Celui-ci, il était actif dès 2003. Il était donc un adolescent lorsqu'il a commencé à faire de la fraude en ligne. Et c'est possible qu'il soit devenu même très riche à l'adolescence. Oui. L'enquête des internautes se transporte aussi sur le forum Black Hat, qui est un genre de forum là, pour programmeurs, développeurs, mais où est-ce qu'on peut aussi trouver des occasions d'affaires là, qui sont pas toujours réglo non plus. Là. On trouve une publication qui fait référence à ce fameux Scepter. Et on dit « Les services de contenu spectaculaire de Scepter » en guise de titre. Et sous cette publication, un utilisateur du nom de Murdoch1337, qui a 325 messages à son actif, explique qu'il offre ses services afin de créer de faux comptes d'investisseurs pour que ton arnaque ou ton schéma de Ponzi ait l'air d'une vraie affaire. Et dans les détails de cette petite annonce, on y retrouve son adresse email qui est scepter@countermail.com. Okay. Et là, les internautes vont faire des recherches croisées avec cette adresse-là, puis ils tombent sur un autre forum de recherche et d'offres de services où quelques années plus tard, un certain Jerry publiait une autre petite annonce demandant à la communauté les services d'un programmeur qui connaît bien les bitcoins et qui aimerait se lancer dans la programmation d'un marché en ligne. Donc là, ça fait énormément penser à Quadriga. Puis dans les détails de l'annonce, on retrouve une adresse Skype, Jerry WC, potentiellement Jerry William Cotton, ainsi qu'une adresse courriel, encore une fois, scepter@countermail.com. Donc là, les internautes font des liens. Il s'agit sans doute de Gerald. Et donc là, une partie de ce qu'il affirmait était bel et bien vrai, c'est-à-dire qu'il naviguait dans l'univers des crypto-monnaies depuis très longtemps, même depuis l'adolescence. Il est donc possible qu'il ait acquis une partie de sa fortune avec ces investissements-là. Mais toutefois, on voit qu'il était aussi très actif dans les communautés d'arnaqueurs et d'arnaques de Ponzi. Ouais. Donc, il est fort à parier que Gerald est devenu riche aux dépens de plusieurs petits investisseurs tout le long de sa carrière, puis qu'il avait peut-être des mauvaises intentions en démarrant Quadriga. Là. Donc là, c'est louche tout ça. On se rend compte que il n'y avait pas des si bonnes intentions, puis que même très jeune, il y avait un passé assez trouble, ce Gerald. Donc, depuis ce temps, tout n'est que spéculation et théorie autour de cette affaire-là. Il n'y a pas énormément de conclusions. Par contre, la firme Ernst & Young ainsi que la Gendarmerie royale du Canada, selon eux, Gerald serait aussi dépendant à ce rush d'adrénaline qui est présent dans le monde de la fraude et dans le gambling. Oui. Lorsqu'on se demande un peu quand tout va s'écrouler, tu sais, on prend des risques, tout ça, il y a une certaine dépendance qui est un peu liée à l'autodestruction aussi. Là. Et dans le passé, la firme Ernst & Young, ils ont découvert que Cotton a déjà perdu encore plus que la valeur de Quadriga dans d'autres investissements à haut risque. Donc, Quadriga, on avait une valeur à un certain moment donné à 1,2 milliard. Apparemment que Cotton aurait perdu plus que ça. Donc, il a gagné beaucoup, mais il a perdu encore plus. Donc, il était vraiment accro à ce genre de rush d'adrénaline, de gambling. Là. C'est fou quand même. Oui. Mais ceci dit, il manque encore beaucoup d'argent dans les coffres. Aucune accusation n'a été portée contre Jennifer Robertson, malgré le fait qu'elle est forcément liée à l'affaire de par son nom sur des contrats d'entreprise. Mais selon elle, elle a toujours nié, elle a même collaboré, elle a remis une partie des biens de Gerald pour rembourser les créanciers. Mais malgré tout, il n'y a pas eu d'accusation contre elle. En 2020, les avocats des clients de Quadriga, qui est la firme Miller Thompson, ont demandé au ministre canadien Bill Blair ainsi qu'à la Gendarmerie royale du Canada d'exhumer le corps de Gerald Cotton et de réaliser une autopsie, parce qu'il n'y en avait pas eu encore. Non, exact. Afin de déterminer précisément la cause de la mort. Mais on ne sait toujours pas s'il y a des développements autour de cette histoire-là. Donc, on n'a toujours pas vu le corps de Gerald. Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes, dont celle qu'évidemment, il soit encore en vie. Car malgré le fait que les gestes posés avant sa mort soient normaux, quand on les remet en perspective, ils racontent une toute autre histoire. En plus de ça, il semblerait que l'Inde soit un lieu, il semblerait, Seb, où il est réputé d'être assez facile de falsifier sa mort. Okay. On l'a vu selon le scénario de Gerald. Par exemple, son corps a été embaumé par un stagiaire sous la demande d'employés d'hôtel. Donc, c'est louche un peu. C'est pas sa famille ni les autorités qui ont fait une demande d'embaumement. Le certificat de sa mort présente une faute d'orthographe, comme on a vu. Là. Tout ce qu'on a besoin, c'est une déclaration d'un médecin ou d'un policier et le
tour est joué. Donc, c'est assez facile de soudoyer ou d'acheter la parole de quelqu'un là, pour obtenir une signature. Ouais. Surtout quand t'es riche comme Gerald, quand t'es riche à craquer, puis qu'en plus, t'es très près là, des communautés d'arnaqueurs et de services en ligne. Là. Donc, on dirait que tout ça avait l'air un peu savamment planifié. Oui, ben oui, c'est pas pour rien que dû aller là pour sa lune de miel. Ben oui. Puis écoute bien ça, Seb, tu vas voir, ça c'est encore vraiment étrange. Tu te rappelles son pseudo sur le site de Black Hat, là, Murdoch 1337? Oui. Imaginez-vous donc là, que lorsqu'on regarde son profil, même à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il a été actif en août 2019, soit 9 mois après sa mort. Donc c'est encore plus weird, comme si... Même après sa mort, il était allé, je sais pas si le compte est actif juste quand tu te connectes ou quand tu publies. Généralement, oui. Au moins connecté, là, généralement. Oui. Donc, c'est bizarre. Est-ce que le fantôme de Gerald c'est connecté au serveur de Black Hat? C'est une bonne question. Puis ça termine un peu la chronologie des événements, Seb, parce qu'il n'y a pas eu de conclusion des autorités face à ça. Il n'y a pas eu d'enquête sur sa mort non plus. C'est que des spéculations d'internautes. Et on n'a toujours pas vu le corps dans le cercueil. On ne sait pas s'il va être exhumé un jour. Mais pour l'instant, toutes les théories sont lancées dans l'air. Donc, c'est vraiment étrange. Puis est-ce que Jennifer, elle a reçu des poursuites? Ou, non, elle n'a pas été poursuivie. Il y a, une action collective, qui est portée par les anciens clients de Quadriga, mais c'est fait envers l'entreprise. Donc, j'imagine que Jennifer doit, elle aussi, d'une certaine façon, tu sais, Quadriga, ils ont été pris en charge par un genre de syndic qui gère des compagnies en faillite. Donc, sont représentés par des avocats. Je présume que Jennifer doit être représentée elle aussi parce que elle est héritière des biens de Gerald. Donc, Quadriga doit lui revenir d'une certaine façon. Mais il n'y a pas encore eu de conclusion là-dessus. Donc, c'est complexe, ces enquêtes-là. Oui, absolument. Au niveau de l'administration. Mais tu sais, Ernst & Young, ils ont trouvé aucun livre comptable qui était maintenu. Ça n'a pas de bon sens. C'était comme un gros feu de paille, cette affaire-là, là, ou un château de cartes. C'est spectaculaire. Puis si vous voulez des nouvelles de l'orphelinat, en fait, là, que Gerald devait inaugurer en Inde, on a appris qu'en fait, là, écoute bien ça, Gerald avait participé à un genre d'œuvre de charité d'une entreprise, en fait, là, qui donne la chance à n'importe qui de commanditer un orphelinat en Inde pour 21 000 $. Donc, c'est ça qu'il a fait, Gerald. Donc, il a pris une offre d'une compagnie de charité qui vous offre des choses, j'imagine, moyennant crédit d'impôt et autres. Puis il a commandité l'orphelinat comme ça. Mais selon le personnel de l'orphelinat, le montant ne couvert que les matériaux de construction et c'est le pasteur de l'endroit qui a dû lui-même s'endetter pour le reste de ses jours pour réaliser les travaux et d'engager le personnel. Donc, et imaginez ce que ça représente, 21 000 $ pour Gerald Cotton. Donc, pourquoi il a fait ça? Moi, je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi il a commandité un orphelinat. Ça justifiait peut-être un peu son voyage en Inde. Je sais pas si c'est un genre d'alibi ou en tout cas... Est-ce que c'était pour avoir l'air... oui, c'est ça. Est-ce que c'était pour paraître plus vertueux qu'il l'était? Peut-être un peu... Oui, puis je pense pas qu'il y a eu du blanchiment ou quoi que ce soit. Non, c'est pas assez pour blanchir. 21 000 $, c'est le prix de sa semaine à l'hôtel. Oui, non, c'est ça. D'après moi, ça fait partie de son narratif pour rendre ça crédible, j'ai l'impression. Il n'est pas mort la veille, genre, de l'inauguration ou l'avant-veille. C'est bizarre aussi. Je sais pas. Là. Oui, je sais pas s'il y a quelque chose qu'on sait pas autour de ça. Je sais pas si ça aidait à justifier quelque chose, cette histoire d'orphelinat. C'est bizarre. Mais tu sais, comme on dit, Seb, il y a un peu un dicton dans le monde des cryptos là, qui est « No password, not your crypto ». Donc, si t'as pas le mot de passe, c'est pas ta crypto. Donc, c'est un peu, ça résume bien, je pense, la situation de Quadriga. Toujours pas de conclusion. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que t'es dans le clan de ceux qui pensent qu'il est toujours en vie ou qu'il serait tout bêtement mort de la maladie de Crohn, comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'il est encore en vie à cause de tout le scénario. Moi, je pense qu'il s'en est empilé. S'il y avait là, déjà de l'argent dans des pots à toutes sortes de places, d'après moi, là, il devait déjà en avoir placé un peu partout dans le monde. Là, souvent, on le voit, il y a des gens qui, rapidement, quand ils ont les connaissances, ils placent déjà jeunes puis ils ne disent pas à personne. Sa mort qui est trop louche. Non, j'ai l'impression, même si on peut mourir de ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas mort. Qu'il s'est juste sauvé. Puis sa femme, peut-être que quand la chaleur va être moins...
le spotlight sur eux, peut-être qu'elle va aller le rejoindre où ce qu'il est dans le monde. Là. Je sais pas, toi, tu penses-tu qu'il est mort pour vrai? Mais moi, je suis un peu de ceux aussi qui pensent qu'il aurait falsifié sa mort, on dirait, vu les moyens qu'il avait, mais aussi, tu sais, justement, son compte sur Black Hat qui est encore actif après sa mort. Oui. L'enterrement à cercueil fermé, c'est bon bizarre. Pas d'autopsie, c'est bizarre quand tu as des centaines de milliers de personnes qui attendent des réponses, là, de faire exprès de pas demander d'autopsie. Le fait qu'il a réglé sa succession 1 mois avant de mourir, on comprend, tu sais, que, bon, c'est peut-être anodin, mais en même temps, c'est un timing qui, je trouve, qui est c'est pas du hasard, là, en fait. Il aurait aussi légué 100 000 $ à ses 2 chihuahuas. Ben oui. Donc, c'est une petite note comme ça. Je vous laisse conclure ce que vous voulez. Puis eux, quand ils meurent, à qui qu'ils lèguent? Oui, c'est vrai, hein? C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils ont des testaments, ces chihuahuas? Puis aussi, tu sais, il se targuait d'avoir fait plus de 50 voyages avant 30 ans. Puis je sais qu'il s'est même vanté à des amis comme quoi il s'était jamais fait fouiller aux douanes. Ah oui. Puis il avait déjà même bragué, il s'était vanté à quelqu'un d'autre comme quoi lui, il pouvait traîner 50 000 $ cash lors des voyages. Okay. Ça me fait me demander, est-ce qu'il utilisait ces voyages-là pour aller planquer du cash à quelque part? Peut-être, oui. Ben oui, parce que d'habitude, c'est quand même monitoré. Je pense que c'est 3 000 ou genre... Ou 5, là. Oui, il y a une limite, là. Moi, à un moment donné, j'avais été voyager toute seule, puis quand t'es un homme seul, généralement, ils t'arrêtent tout le temps. Ils ont fouillé mes bagages. Ils m'ont demandé, la première chose qu'ils me demandaient, justement, c'est combien d'argent liquide j'avais. Bon, j'ai l'air d'un tueur à gages, là, mais bon. Mais plus sérieusement, c'est ça, c'est que d'habitude, ils font quand même des vérifications, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas interroger tout le monde, puis ils scannent pas toutes les... d'après moi, ils devaient faire ça, comme tu dis, là. Ben oui. Bref, vous les distordus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du camp de ceux qui croient que Gerald Cotton est décédé comme ça à 30 ans de la maladie de Crohn ou qu'il aurait falsifié sa mort? Laissez-le nous savoir. Vous savez où nous rejoindre. On est partout. Il y a notre groupe privé de discussion sur Facebook que vous pouvez retrouver et le rejoindre. Il y a une belle communauté qui vous attend. On est sur Twitter aussi, Distorsion Pod, sur Instagram, Distorsion Podcast, sur YouTube aussi. Donc, c'est assez simple de nous trouver. On vous rappelle, dans ce cas-ci, on a plusieurs bonnes sources si vous êtes intéressé par l'histoire de Quadriga CX, de l'histoire de Gerald Cotton. Variety ont fait un excellent dossier sur le sujet. Le Globe and Mail, Journal canadien, ont détaillé énormément les recherches. Il y en a eu d'autres. Wired ont travaillé là-dessus. Vrai, On vous conseille d'écouter le podcast Death in Cryptoland de la CBC, puis de surveiller le documentaire Netflix qui va s'intituler Trust No One, Death of a Crypto King. Donc, on va surveiller ça. Ça devrait être début 2022. Puis Seb, on pourrait même faire un mini-disto de réaction là-dessus. C'est vrai, ou de l'écouter en direct avec vous. Donc, ça pourrait être intéressant. On vous rappelle que Distorsion est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. La musique dans cet épisode est une création de moi-même, Émile Gauthier. Le montage est de André Beaupré. Et avant de quitter, on doit remercier nos chers membres Patreon. En parlant de Patreon, mon cher Émile, n'oubliez pas qu'on va parler du cas québécois MRS Exchange dans l'After Show. Pour nos abonnés, oui, monsieur. Oh oui. Et je commence. Un gros merci à Stéphane L, à Telkmar, à Gabriel, à Alec D et à Adeline. On veut donner un gros high five à Steven G, à Malik, à Karine G, Marie-Philippe D et Valentine V. Et je poursuis avec Chloé R, Jessie D, Alexis S, Matt P et Marianne R. On veut donner aussi beaucoup d'amour à Jonathan C, Cathy E, à Lydia, à Camille C et Eliane M. Et je conclus avec Marie-Ève B, Sabrina M, Catherine B, Stéphanie L et Minali L. Beaucoup d'amour. On vous embrasse. Est-ce que tu aurais pour nous un mot de la fin, mon cher Émile? Bien sûr. Si vous souhaitez investir en crypto, attendez patiemment le DistoCoin, la prochaine monnaie qui vous rendra riche. Oui, monsieur. On accepte les paiements en bière.